Au cœur de l'Europe, la Belgique est devenue depuis 1993 un État fédéral. Elle se compose de 3 régions. Au nord, la région flamande. Au centre, la région de Bruxelles-Capitale. Au sud, la région wallonne qui se divise en 5 provinces. Le nord est caractérisé par une absence de relief, souvent dénommé le plat pays, avec peu de vestiges souterrains. La Wallonie, par contre, présente un relief avec des vastes plateaux creusés par des profondes vallées, des massifs rocheux et boisés culminant vers les 600 mètres. Cette région est très riche en vestiges souterrains de toutes sortes, propice à la subterranéologie qui consiste à l'exploration et à l'étude des cavités souterraines creusées et ou aménagées par l'homme, à ne pas confondre avec la spéléologie qui, elle, étudie et explore les cavités naturelles. En Wallonie, les souterrains refuges sont peu présents. Toutefois, le trou des Fées à Chassepierre est un bel exemple. Il se présente comme un réseau de souterrains donnant sur un ensemble de caves. À cet endroit se trouvait le vieux moulin. La Wallonie compte de nombreux châteaux moyenâgeux. Tous situés sur des crêtes, leur alimentation en eau se faisait au moyen d'un puits creusé en pleine roche jusqu'au niveau phréatique de la rivière sous-jacente, allant de 60 à 80 mètres en moyenne. Ces puits, progressivement comblés par des éboulements et par des pierres précipitées par des générations de visiteurs pour en apprécier la profondeur, ont enfoui les éventuels vestiges archéologiques. Le décomblement de ces puits peut apporter d'étonnantes découvertes. La partie francophone de la Belgique comprend un certain nombre d'abbayes cisterciennes célèbres pour leur bière. Fondées au Moyen-Âge, certaines sont en fonction, tandis que d'autres en ruine. Ces abbayes présentent de merveilleux réseaux dits hydrauliques monastiques. C'est à Liège, au Moyen-Âge, qu'apparaît la première exploitation du charbon de terre. La Wallonie est riche d'un passé minier avec ses fameuses sociétés minières, les gueules noires, les grandes catastrophes, les luttes sociales. Les schistes primaires en Wallonie ont donné lieu à l'exploitation de nombreuses ardoisières souterraines. La zone d'extraction principale se situe tout au long de la vallée de la Semois. L'exemple de Warmy-Fontaine, encore en activité, nous présente une ardoisière avec ses méthodes quasi inchangées depuis plus d'un siècle. C'est en 1870 que débute le creusement du premier puits qui atteindra très rapidement 112 mètres de profondeur, comprenant 6 étages d'exploitation. Au IVe millénaire avant Jésus-Christ, une véritable exploitation minière souterraine quasi industrielle va se développer sur le site de Spienne, près de Mons. Ces mines se présentent par des puits de 5 mètres de diamètre, allant jusqu'à 15 mètres de profondeur, irradiés par des galeries. Actuellement, les archéologues de la région wallonne continuent la fouille de certains puits qui avaient été remblayés à l'époque par des déchets de taille du silex. Les bancs de rochers du primaire et secondaire ont donné lieu à un ensemble de carrières souterraines, dont certaines aujourd'hui sont exploitées à ciel ouvert, comme par exemple la carrière de pierre de Fontenoy. À noter qu'un ensemble de carrières de marbre noir situées dans la vallée de la Meuse ont eu un rayonnement international. À Comblain-au-Pont, la carrière de pierre souterraine présente un exemple typique de ce qui se pratiquait en Wallonie. On dénombre aussi un nombre impressionnant de glacières anciennes en Wallonie et à Bruxelles. Elles présentent des architectures très différentes. Champ de bataille de l'Europe depuis toujours, la partie francophone du pays présente de nombreux ouvrages militaires avec ses vestiges souterrains.
De nombreuses fortifications de l'époque de Vauban sont présentes à Tournai, Mons, Charleroi, Philippeville, Dinan, Namur et oui, avec de nombreux souterrains de cantonnement, de circulation et de défense, avec des galeries de contre-mines et des galeries d'écoute disposées en peigne. L'époque contemporaine présente quant à elle les grands travaux de creusement de canaux pour relier le bassin de la Meuse à l'Escaut. La dénivellation à franchir était résolue par le creusement dans la colline de canaux souterrains. Ce bref aperçu des cavités souterraines wallonnes permet d'affirmer du point de vue de la connaissance qu'une richesse encore enfouie reste à découvrir. Dans ce cadre, l'association de recherche appliquée à la spéléologie s'est spécialisée dans le décomblement de puits de châteaux médiévaux, d'abbayes et de villas gallo-romaines. C'est une des rares associations en Europe qui effectue ces travaux de manière systématique. Elle travaille en étroite collaboration avec les archéologues de la région wallonne sur les sites fouillés par la division du patrimoine. L'utilité de déblayer un puits, ce n'est pas nous essentiellement qui la jugeons, mais c'est plutôt, disons, les archéologues locaux ou ceux de la région wallonne, puisque bien souvent nous travaillons donc pour la région wallonne. Étant donné que généralement ils ne sont pas à même techniquement de pouvoir descendre dans le fond d'un puits, donc ils nous appellent. Nous allons rechercher ce qu'ils ont besoin pour compléter l'étude d'un lieu, d'un site qu'ils sont occupés eux-mêmes à investiguer. Il faut dire par exemple que dans un puits, nous remontons l'histoire en descendant mètre par mètre. Donc toutes les couches sont à leur place, l'histoire du château est répertoriée vraiment couche par couche et sans avoir été bouleversée par un quelconque événement que ce soit. Tout travail débute par une recherche en archives afin de déterminer les dates du creusement du puits, son utilisation et les faits historiques liés au site. Pour l'exploration et le décomblement des puits, il est nécessaire d'utiliser des techniques de descente à grande profondeur issues de la spéléologie. On utilise la descente en rappel, la remontée sur des cordes lisses avec des autobloqueurs, des pompes pour assécher le puits, un treuil pour la remontée des remblais et dans certaines circonstances des marteaux-piqueurs. D'autres techniques ont été inventées, en effet chaque chantier est différent et implique une adaptation particulière. Le décomblement proprement dit nécessite une infrastructure qui doit respecter les conditions très sévères de consignes de sécurité. Cela nécessite des mois de préparation et de montage. À chaque descente, on doit veiller au bon état du matériel utilisé, mais aussi vérifier que tout geste ne soit pas routinier afin d'éviter l'accident. Une bonne communication entre le fond et la surface est une condition essentielle de sécurité. Le préposé au treuil, lors de la remontée des remblais, doit veiller à ce qu'aucun débordement ne puisse retomber dans le puits et sur le fouilleur. En surface, toute manipulation doit se faire le plus loin possible du puits. Il faut aussi sans arrêt vérifier sa propre sécurité lors du décomblement. Ce travail est très éprouvant, tant physiquement que moralement. Il permet de mettre au jour du matériel archéologique qui sera étudié ensuite par les spécialistes. Au château de Montel a débuté notre histoire de décomblement de puits en Wallonie. Le puits d'un diamètre d'1,50 m n'atteignait que 5 mètres de profondeur. Après pompage et remontée des déblais, il a atteint 33 mètres. Le matériel archéologique découvert se compose de cuillères en cuivre, couteaux, clous, pointes de flèches, boulets de canon, monnaies, cuir décoré. Selon les archives, le puits de la forteresse de Poil-Vache, d'un diamètre de 2,70 m, était profond de 70 à 110 mètres. Curieusement, l'eau se trouvait à une profondeur de 50 mètres. Après pompage, le vrai fond atteignait 55,50 mètres, mettant fin à la légende des 100 mètres. Le matériel archéologique se composait de boulets et fragments de catapultes. Lors de la réfection du château comtal de Rochefort, remanié à la Renaissance, le conservateur découvre la présence d'un puits de 2,70 m de diamètre qui devait atteindre 60 mètres. Suite au décomblement, le fond apparaissait à 7,10 m.
Pour des raisons inconnues, ce puits n'a apparemment pas été achevé. Le matériel archéologique se composait de carreaux de pavage, cuillères en cuivre, ossements d'animaux et céramique. À Namur, à proximité de la Meuse, se trouve l'Hospice Saint-Gilles, actuel siège du Parlement wallon. Le service des fouilles de la région wallonne y a œuvré, mettant au jour 3 puits. Le premier, d'un diamètre de 2 mètres pour une profondeur de 3 mètres, dont 2,50 m d'eau a été complètement pompé et vidé. Le deuxième fut entamé mais n'a jamais pu être asséché. Le dernier arrêté pour cause d'avancement des travaux. Entamée en novembre 1994, l'opération d'archéologie préventive menée au Grognon, à Namur, par le service de l'archéologie de la région wallonne, a sollicité plusieurs interventions dans des puits et fosses. Le décomblement des fosses a permis la mise au jour de différents matériels archéologiques, céramique, fragments de verre vénitien, bois, ossements d'animaux, différents noyaux de fruits. Dans l'une des fosses, un appareillage de grands blocs irréguliers s'enchaîne sans laisser de vide. Le puits Saint-Hilaire, avec ses arrivées d'eau très importantes, rendait le travail de décomblement très difficile. Une colonne d'eau de 7 mètres devait être pompée en permanence et provoquer des arrêts continuels. Le fond n'a pas encore été atteint. Des dizaines d'arrivées d'eau ruisselaient des joints du parement ainsi que des fissures de la roche, rendant les mouvements difficiles. À 12 mètres du niveau actuel du sol, de graves problèmes techniques ont entraîné l'arrêt des travaux. Ce chantier devra être poursuivi ultérieurement. Lors des fouilles du tracé du TGV, l'association a été chargée de poursuivre le décomblement du puits romain de Bruyelles, entamé jusqu'à 3 mètres, par les ouvriers du service des fouilles de la région wallonne. Le puits du château de Logne fut entamé en 1990. L'installation du chantier prit un temps considérable pour la construction de l'échafaudage, ayant son assise 11 mètres en contrebas de la lèvre actuelle du puits et le plancher recouvrant 40 mètres carrés. Au début des travaux, une couche de 10 à 20 cm fut rapidement déblayée. Sous celle-ci se trouvait une épaisseur de béton due à l'écroulement de la tour, constituée de blocs de parement reliés au sable de chaux, qui, grâce à l'humidité et à la température, s'était reconstitué en soudant l'ensemble en un seul bloc. Les méthodes traditionnelles de décomblement étaient entièrement dépassées. Vu que le matériau était stérile en matériel archéologique, le choix fut porté sur l'utilisation d'un marteau-pic à air comprimé. C'est ainsi 20 cm par 20 cm que le déblaiement se poursuivait en passant de 13 à 14 mètres, puis 20 et actuellement 40 mètres. La subterranéologie permet d'aborder de façon systématique et spécifique une connaissance de notre passé via les souterrains aménagés, les cavités creusées par l'homme. La Wallonie offre une grande diversité d'aménagements de ce type, encore peu explorés et étudiés. Un bel avenir nous est offert si les moyens non seulement matériels mais humains nous permettent de poursuivre cette merveilleuse aventure.